J'ai le grand plaisir d'introduire, et je vais lui passer la parole dans quelques instants, d'introduire Sylvain Lesage, qui va vous parler des Frustrés de Claire Bretéché. Il n'y a pas tant de femmes dans l'histoire ancienne de la bande dessinée, et Bretéché y a un rôle éminent. Sylvain Lesage, qui est maître de conférences à l'Université de Lille, a publié 2 ouvrages tout à fait remarquables et qui m'ont beaucoup impressionné et servi et fait découvrir de choses. 2 ouvrages complémentaires issus de sa thèse. Publier la bande dessinée, les éditeurs franco-belges et l'album 1950-1990, l'effet livre, métamorphose de la bande dessinée. Son travail se caractérise notamment par une approche neuve, ne situant pas seulement les œuvres dans leur technique et leur thème, mais aussi dans leur inscription dans le temps, dans l'histoire et dans une histoire large qui peut être celle de la presse, celle de l'édition et celle du monde. Donc c'est vraiment une approche neuve et je suis très heureux de l'accueillir et je vais lui passer la parole dans un instant en ouvrant son PowerPoint. Bien, tout d'abord, je voudrais adresser un tout grand merci à Benoît Peeters qui me fait l'honneur et l'amitié de m'inviter aujourd'hui. Je suis très sincèrement ravi de voir la bande dessinée franchir les murs du Collège de France et de se voir enfin traité comme un domaine académique à part entière, un champ du savoir aussi riche et stimulant que n'importe quel autre. Et c'est évidemment avec une émotion toute particulière que j'interviens en plus dans le séminaire de celui qui a écrit tant de livres qui m'ont accompagné, et notamment Casse-Planche Récit, qui a beaucoup compté dans mon cheminement de chercheur. Alors bien sûr, depuis, nous avons travaillé ensemble aussi dans quantité d'autres occasions, à Angoulême, à Tournai, dans les archives Casterman. Et j'ai toujours été frappé par l'immense générosité de Benoît Peeters, dont il faisait preuve et dont il fait preuve encore aujourd'hui en nous conviant toutes et tous à ce séminaire. Et donc, encore une fois, merci d'ouvrir toutes ces portes pour nous. Alors, entrons dans le vif du sujet de ce séminaire consacré à quelques albums incontournables. Et évidemment, lorsque la proposition m'a été faite, la première question que je me suis posée fut tout simplement « qu'est-ce qu'un album incontournable ?» Car Benoît Peeters l'a rappelé lors de la séance inaugurale de la chaire, toute sélection est évidemment incomplète, lacunaire. Où est Gottlieb, où est Hergé, où est Fred? On pourrait multiplier comme cela les exemples et les constats de manque et les déplorations. Mais au-delà des choix mêmes que nous avons dû les uns et les autres faire, parce qu'il faut bien composer avec les contraintes, c'est peut-être davantage le principe qui m'intéresse ici. La question de qu'est-ce qu'un album incontournable est un préalable indispensable et elle est d'autant plus redoutable que la réponse qu'on y apportera variera en fonction d'où l'on parle. Donc il me faut préciser ici d'où je parle, je crois, avant de commencer à répondre, car je ne suis en effet pas historien de la bande dessinée, c'est pas comme cela que je me positionne, je viens de l'histoire culturelle qui est rétive, on le sait, aux hiérarchies entre les objets qu'elle examine. Et Pascal Horry avait cette formule particulièrement frappante pour attirer l'attention sur le fait qu'en histoire, tout est source, tout a dignité égale. Il résumait l'histoire culturelle de cette façon, de Goya à Chantal Goya. Et c'est sans doute là, je crois, la ligne de partage principale entre l'histoire et l'histoire de l'art que de refuser une hiérarchie de grands maîtres. Et si le projet de l'histoire culturelle est de comprendre la genèse de représentation partagée, alors il n'est pas possible de se concentrer uniquement, exclusivement sur les pratiques culturelles reconnues par les élites, bref, sur la culture légitime. Il est également indispensable de se pencher sur les pratiques du plus grand nombre et je vous propose cette courte citation de Pascal Horry qui reprend cette idée dans sa petite synthèse sur l'histoire culturelle. La recherche du document dans tous les sens du mot représentatif est à l'origine de l'intérêt accordé aux productions jadis, naguère ou encore aujourd'hui, faiblement légitimées au regard de la hiérarchie culturelle dominante de leur temps ou d'une autre, bref, ici aux vulgates, là aux vulgarités. La compréhension de la culture d'une époque nécessite qu'on fasse d'abord un sort à des créateurs, des médiateurs, des œuvres, des genres, des supports, reçus par leurs contemporains comme primordiaux, qu'il s'agisse alors de la société des élites ou de celle des classes populaires.
La culture française à la veille de 1914 ne se résume pas à Guillaume Apollinaire, au Sacre du Printemps et à Georges Braque. Elle intègre Gaston Leroux et Benjamin Rabier, le Grand Guignol et les orchestres d'harmonie, l'architecture coloniale et la mode de Paul Poiret, le Tour de France et le comique Troupier. Alors, pour autant, il ne s'agit pas d'établir une séparation binaire, hermétique entre les deux, entre culture légitime et culture populaire. Bien au contraire, il s'agit de comprendre, de mesurer les modes de circulation entre des univers culturels distincts, comment, par exemple, des pratiques culturelles changent de contour, gagnent d'autres publics, d'autres sphères culturelles. Donc, cette histoire culturelle est structurellement méfiante vis-à-vis de l'idée de chef-d'œuvre qui mériterait une attention particulière de maîtres et d'auteurs phares. Or, l'histoire de la bande dessinée n'est pas structurée autrement. Elle est en effet encore très largement une histoire qui est structurée autour de grands maîtres. Alors, je vous propose ici deux synthèses importantes et d'un très très grand intérêt. Les maîtres de la bande dessinée européenne cataloguent d'une très belle exposition organisée à la BNF en 2001. Et puis, la bande dessinée, son histoire, ses maîtres, très riche catalogue illustré du musée de la bande dessinée d'Angoulême, publié en 2009. On le voit, et j'ai pris ces deux exemples, on en aurait quantité d'autres. L'histoire de la bande dessinée est ponctuée par une succession de maîtres, d'artistes au talent immense, et cela fournit évidemment quantité d'éléments extrêmement précieux pour apprécier au mieux le talent, le travail, le rayonnement de tel ou tel artiste. Mais cela pose également toute une série de problèmes pour comprendre l'organisation du travail dans une industrie culturelle qui par nature est collective, collaborative, puisque collaborent au succès de n'importe quelle œuvre, les imprimeurs, les éditeurs, les lettreurs, les coloristes, les assistants. On a comme cela quantité de mains qui contribuent à la confection d'une œuvre. Et dans ce cadre-là, le nom d'artiste est en partie une convention sociale. C'est le cas ainsi chez Hergé, où la signature individuelle subsume tout un travail de studio qu'on a évoqué tout à l'heure. Scénariste, assistant, décoriste, coloriste. Cette nature collaborative du travail artistique est un aspect qui est bien pris en compte depuis plusieurs décennies maintenant par l'histoire de l'art, notamment à la suite du travail remarquable de Svetlana Alpers dans l'atelier de Rembrandt, où elle revient sur ce paradoxe entre l'artiste singulier, Rembrandt, qui exprime son individualité, et puis le travail collectif de son atelier. Or, il me semble que si l'histoire de l'art, en partie grâce aux travaux de Svetlana Alpers, a entamé son aggiornamento, la bande dessinée est restée en partie en marge de ce mouvement, elle est restée centrée assez fortement sur des individus remarquables pris dans leur singularité. Et donc, le temps me semble venu d'essayer de désindividualiser nos représentations de ce qu'a été le passé de la bande dessinée. Et ce travail a déjà été largement entamé, bien entendu. Pour autant, ce travail de désindividualisation de l'histoire de la bande dessinée, j'en propose quelques repères. Alors, j'en profite pour faire la petite page de pub pour le bouquin qui va bientôt sortir. Mais plus sérieusement, les outils de l'histoire du livre et de la lecture nous offrent un certain nombre de pistes pour justement articuler non seulement le travail d'innovation, et puis l'artisanat qui le rend possible. C'est ce que finalement Lucien Febvre et Henri-Jean Martin désignent dans l'apparition du livre fondateur de l'histoire du livre, paru en 1958, et qui est structuré autour de deux principes principaux. C'est d'étudier le livre comme un ferment, mais également comme une marchandise, et de comprendre l'articulation entre la façon dont les livres sont produits, sont mis en circulation, sont diffusés, et la façon dont ils permettent des innovations intellectuelles, culturelles de grande ampleur. Cette articulation que permet l'histoire du livre, elle permet finalement, pour le dire autrement, de s'intéresser aux frustrés non pas en tant qu'album incontournable, je triche un petit peu avec les conditions de l'exercice, mais plutôt finalement de comprendre les mécanismes de consécration qui ont mené à considérer le travail de Bretéché comme incontournable, comme canonique,
et de comprendre les mécanismes de formation de ce 9e art, sur lequel je m'arrête un instant. Cette expression de 9e art, elle est connue, elle est datée, je fais simplement quelques rappels, hein, parce que la temporalité de formalisation de cette notion de 9e art correspond très étroitement à la période des débuts de la carrière de Bretéché, son entrée sur le marché de la bande dessinée, et qui culmine avec la publication en 1975 hein, de cet album que j'ai pris comme point de repère, observatoire, prisme d'observation, donc 1975, et la publication des Frustrés. Cette formalisation de la notion de 9e art, elle se fait au sein du milieu des BD-Philes qui, à partir de 1962, se rassemblent dans les pages de Gifwif, puis d'autres publications concurrentes, complémentaires, en France, en Belgique, je n'y reviens pas, et qui connaît un premier point culminant dans l'exposition bande dessinée et figuration narrative, qui date de 1967. On y reviendra, 1967, c'est très frappant, c'est le moment où Claire Bretéché entre dans Pilote. Et donc là, on a quand même une coïncidence qui est tout à fait troublante hein, d'une bande dessinée qui se vit comme devenant adulte au moment où précisément Bretéché entre dans ce qui est le principal berceau de cette bande dessinée adulte à l'époque, le journal Pilote. Et puis, parmi les formulations de ce statut de 9e art, il y en aurait plein d'autres. Hein. Je vous ai simplement mis comme point de repère 1971 et l'ouvrage pour un 9e art, la bande dessinée, signé de Francis Lacassin, figure éminente hein, de ce milieu des BD-Philes, mais qui permet d'inscrire donc la bande dessinée comme une pratique artistique, comme une pratique respectable. Alors, cela étant dit, maintenant, pourquoi se pencher sur Bretéché ? Vous l'aurez compris, du moins je l'espère, c'est pas seulement, après discussion avec Benoît Peters, bien sûr, si on s'est arrêté sur cet album de Bretéché, c'est pas seulement parce que l'ouvrage présente des qualités esthétiques, narratives absolument remarquables. C'était de tout, assurément, une condition absolument nécessaire, mais qui, de mon point de vue, était loin d'être suffisante, car tant d'œuvres, justement, étaient envisageables dans ce cadre. Il fallait une œuvre dont la genèse, dont l'écho, dont les circulations permettent d'éclairer ce double statut de l'album de bande dessinée comme ferment, d'une part, mais également comme marchandise. Que l'album en question nous permette d'accéder aux transformations en profondeur de la bande dessinée dans la société française et de témoigner plus largement des recompositions, des hiérarchies, des pratiques culturelles qui aboutissent à ce statut nouveau de la bande dessinée qui se transforme en 9e art. Pour le formuler autrement, ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est à la fois l'importance de Bretéché en tant qu'autrice, mais également les mécanismes de sa reconnaissance, les modalités de sa notoriété, les formes de publication qu'elle privilégie, et ce que toutes ces transformations nous disent des transformations de la bande dessinée des années 70, le basculement dans une économie symbolique du 9e art. Parce que, selon moi, on ne peut comprendre les qualités graphiques, narratives, satiriques de Bretéché, encore une fois très nombreuses, et on y reviendra, sans les ancrer dans les transformations éditoriales qui traversent la bande dessinée des années 70. Alors, avant de revenir à 1975 et à la publication des Frustrés, je voudrais partir d'une actualité plus récente. Alors ici, je pars de 1974, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Cette actualité plus récente, mais on voit encore hein, la coïncidence, la première édition du festival d'Angoulême 1974, qui correspond au moment où donc Bretéché termine son premier album des Frustrés et continue la série dans les pages du Nouvel Observateur. Si j'ai pris cette première affiche du Festival d'Angoulême, ce n'est pas seulement pour cette coïncidence temporelle, c'est aussi parce que parler de Bretéché aujourd'hui, je pense qu'il faut évoquer l'éléphant dans la pièce, qui est le mois de janvier 2016, qui a beaucoup compté dans le milieu des auteurs et des autrices de bande dessinée,
et le Festival d'Angoulême. Parce que dans mon choix aujourd'hui de centrer mon propos sur l'œuvre de Bretéché, il y a justement une envie de dépasser une histoire de la bande dessinée longtemps écrite au masculin. Et ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est les problèmes que pose le fait de prendre Bretéché comme vecteur de ce dépassement, parce que ça a souvent été un raccourci un peu commode. Alors, revenons à 2016. En 2016, le festival de la bande dessinée d'Angoulême dévoile une liste d'auteurs présélectionnés pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et sur les 30 noms qui ont été présélectionnés, aucune femme n'est présente. Le Grand Prix a été créé donc en 1974. Il s'est imposé entre-temps comme une manifestation d'ampleur internationale. Et il remet toute une série de prix dont les noms, Alfred, Alphard, Fauve, et les périmètres ont changé en un demi-siècle. Mais celui qui s'est imposé d'emblée, c'est le Grand Prix de la ville d'Angoulême qui, à la différence des autres prix, ne récompense pas un ouvrage, mais l'ensemble d'une carrière. Et au long de l'histoire du festival, on a plusieurs systèmes de désignation qui se sont succédés. D'abord, le Grand Prix est choisi par le jury, puis par les anciens Grands Prix réunis en académie. Et à partir de 2013, l'organisation du festival donc propose une liste de noms qui sont soumis au vote de l'ensemble des auteurs accrédités, qui est donc un système assez complexe, mais qui est pensé comme une façon de remédier au conservatisme de l'Académie, qui tendait à s'auto-coopter, et puis c'est vrai, à ne pas véritablement refléter la réalité d'une bande dessinée ouverte sur le monde. Et de fait, c'est vrai que dans l'ancien système, dans les auteurs internationaux qui s'étaient vus récompensés du Grand Prix, on ne trouve guère que les noms de Robert Crumb et Art Spiegelman, Robert Crumb 99, Art Spiegelman 2011, si on considère que José Muñoz, qui évidemment n'est pas français, mais auteur argentin, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière et qui est récompensé pour une œuvre essentiellement produite en Europe. Bon, même si on le rajoutait, ça ne changerait pas considérablement les choses. Le changement de procédure en 2013 apporte des effets notables, puisque sont récompensés Akira Toriyama, 2013, Bill Watterson, 2014, Katsuhiro Otomo, 2015. Mais, vous le voyez, on est encore sur des hommes. Et en 2016, donc, le festival dévoile une liste de 30 auteurs présélectionnés, parmi lesquels pas une seule femme donc n'est présente. Et la polémique gonfle rapidement. Mais ce qui m'intéresse peut-être plus que la polémique, c'est la façon dont l'organisation du festival s'est défendue. Cette défense tenait en deux points. D'une part, le festival ne pouvait pas être sexiste car il a récompensé deux femmes, Claire Bretéché en 1982 et Florence Sestac en 2000. Ce qui est factuellement exact, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par ailleurs, il ne pouvait guère faire plus car il n'y avait pas d'autres femmes dans l'histoire de la bande dessinée, comme l'exprime son directeur, Franck Bondou, je le cite. Ce Grand Prix récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre et sa carrière. Or, l'histoire de la BD jusqu'aux années 80 est essentiellement d'obédience masculine. On ne va pas instaurer des quotas. Le critère doit-il être absolument d'avoir des femmes? Le festival reflète la réalité de cet univers. Alors, vous le voyez, Claire Bretéché, du coup, fait un peu figure de totem d'immunité. On n'est pas sexiste puisqu'on a donné le prix à Claire Bretéché en 82. Première remarque, c'est assez... il y a un petit paradoxe, c'est que Claire Bretéché n'a pas été récompensée d'un Grand Prix classique, mais d'un prix du 10e anniversaire. Le Grand Prix de l'année 1982, vous le voyez ici, hein, l'affiche est traditionnellement dessinée par le récipiendaire de l'année précédente. Le Grand Prix de l'année 82 donc, a bien été remis à un homme, Paul Gillon, dont la longue carrière va de l'hebdomadaire communiste Vaillant à Métal Hurlant. Et donc, finalement, un petit peu comme Albert Uderzo, qui a toujours été en délicatesse avec ce petit monde de la bande dessinée, Bretéché se voit récompensé d'un prix de second ordre. On a quand même un symbole assez étonnant de finalement ne récompenser de femmes que lorsqu'on dispose de deux prix à remettre dans l'année. L'essentiel, surtout, est ailleurs, car des femmes autrices de bande dessinée précédant Claire Bretéché ou contemporaines de Claire Bretéché, ce n'est en fait pas cela qui manque. Je vais vous citer quelques noms. Suzanne André, Madeleine Barthélemy, Marie-Madeleine Bourdin, Germaine Bourret, Geneviève de Corbie, Rose Dardenne, Jacqueline Dargier, Jacqueline Duhem, Nadine Foster, Maud Frère, Liliane Funken, Isabelle Gendron, Camille Allais, Madeleine Hermé, etc. Je pourrais continuer comme cela. Si on faisait le test, probablement vous connaîtriez au mieux un, peut-être deux noms, grand maximum pour la plupart d'entre vous.
Et c'est justement cela qui est intéressant, c'est les mécanismes d'oubli de cette histoire-là, de la contribution des femmes à l'histoire de la bande dessinée. Ces noms n'ont été... l'activité de ces autrices dans l'histoire de la bande dessinée n'a été exhumée que grâce au patient travail de dépouillement systématique des illustrés des années 50-60, opérés par Jessica Cohn dans sa thèse, qui a récemment été publiée aux éditions de la Sorbonne. Et ce nom, hein, ce travail de dépouillement n'a pas à ce stade été encore étendu complètement à d'autres périodes, mais nul doute qu'on y trouverait également quantité de femmes. Mais comme le montre Jessica Cohn, et je vous ai mis également un extrait de l'article qu'elle a réalisé avec l'autrice Marine Blandin, qui synthétise en images le travail scientifique de Jessica Cohn et que je vous invite à parcourir, ici je vous en ai simplement mis un extrait. Ce que montre Jessica Cohn, c'est que ces femmes qui travaillent dans la bande dessinée ont des carrières différentes de celles des hommes. Beaucoup de ces autrices travaillent dans des illustrés pour petites filles, en particulier les illustrés catholiques, dans lesquels Claire Bretéché va commencer sa carrière. Ces illustrés sont particulièrement mal connus, considérés comme moins légitimes, peu ou mal conservés, très rarement mentionnés dans les histoires de la bande dessinée, si ce n'est quand une autrice comme Claire Bretéché ou un auteur plus célèbre commence là, et il est vrai que beaucoup d'auteurs ont commencé dans la presse catholique, mais ces illustrés, ces publications sont rarement exploitées par les chercheurs. Et c'est ainsi que se perpétue une méconnaissance du rôle des femmes dans l'histoire de la bande dessinée, qui s'est au fond fossilisée en une croyance que les carrières féminines dans la bande dessinée débuteraient avec Claire Bretéché. Pour le dire autrement, le prix attribué à Claire Bretéché est aussi un prétexte commode pour ne pas pousser plus loin la réflexion. Et donc comprendre les mécanismes de consécration de Claire Bretéché comme autrice majeure a, à mes yeux, une importance capitale. C'est un moyen de décoder la production d'un ordre graphico-patriarcal dans la mesure où l'histoire de la bande dessinée, c'est encore aujourd'hui reste largement écrite au masculin singulier, si vous me permettez de paraphraser cette expression par laquelle l'historienne Geneviève Sellier qualifiait le cinéma de la nouvelle vague, qualifié de cinéma au masculin singulier. Dans l'histoire de la bande dessinée, on a quelque chose de tout à fait similaire. Et ce travail de réévaluation de la contribution des autrices a été entamé, je le signalais, j'en signale ici deux autres réalisations. Il a été porté, accompagné par le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, et puis également par les Bréchoises, un collectif de chercheuses constitué de Sophie Bonadet, Laura Caraballo, Maris-Renée Hertiman, Marie-Paul Noël, Johanna Schipper et Maëlys Thireot-Corbin. C'est également le travail de ces chercheuses qui nourrit ma réflexion devant vous ce matin et que je tiens à saluer. Alors, de ce point de vue, revenir sur Les Frustrés, qui est donc un album pivot de la carrière de la plus connue des autrices de bande dessinée francophones, permet modestement d'ajouter une pierre à l'édifice que ses collègues ont bâti. Car ce qui distingue en effet la carrière de Claire Bretéché et celle de ses collègues féminines, fondamentalement, c'est le lieu où elle se déroule. Alors que les femmes en bande dessinée sont, jusque dans les années 80, largement cantonnées à des tâches alors considérées comme secondaires, comme le scénario ou la colorisation, ou à des publications donc de second rang, Claire Bretéché, très vite, gagne des publications pour garçons, Tintin, Spirou, Pilote, on va y revenir, et surtout, c'est en cela que Les Frustrés de 75 est important. Surtout, elle publie des livres. Et l'examen des trajectoires de ces autrices montre à quel point le système de consécration des auteurs passe par la publication en album, à quel point l'ordre des livres qui a construit le 9e art est un ordre masculin. Et donc, Les Frustrés, me paraît, de ce point de vue, constituer un bon prisme à travers lequel examiner les mécanismes et les tensions dans la constitution du 9e art. Alors, venons-en au travail de Claire Bretéché de façon plus spécifique. Pour comprendre l'exceptionnalité de la trajectoire de Claire Bretéché, il faut se pencher sur
sur un contexte assez particulier, mais aussi mesurait le caractère tout à fait fulgurant. Là, on est en 1963 dans L'os à moelle avec la publication du facteur Rhésus, récit de Goscinny qu'elle met en image. 10 ans plus tard, elle publie dans Le Nouvel Observateur, hebdomadaire généraliste, dans lequel elle va toucher un public tout à fait différent. En moins de 5 ans, elle a réussi à passer de Spirou à pilote donc creusé de la bande dessinée adulte francophone. Elle fonde l'Écho des Savanes en 72, avant donc en 73 de rejoindre Le Nouvel Observateur. Donc on a un raccourci tout à fait frappant de sa carrière. Alors, voici ici l'un des tout premiers dessins publiés par Claire Bretéché dans la presse illustrée, dans l'hebdomadaire Record, hebdomadaire catholique, dans lequel elle illustre, vous le voyez, le courrier des lecteurs. La capacité de Bretéché qui change un petit peu le cours de sa carrière, c'est donc à être repéré et à basculer dans des publications différentes et des publications pour garçons. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Elle a connu un petit passage éclair par le journal Tintin. Dans Spirou, elle crée en 1967 Les Gnangnans. Je vous ai mis un exemple un peu plus tardif de 1970. Mais donc, Les Gnangnans, c'est une série humoristique qui met en scène des bébés au dialogue très, très adulte. En 1969, elle fait en parallèle son entrée dans Pilote, où elle crée le personnage de Cellulite, donc princesse au physique ingrat qui poursuit de ses ardeurs les mâles qui passent à sa portée. Et voilà quelques autres exemples du travail de Bretéché dans Pilote, à la fois dans les couvertures, dans ses salades de saison, et puis, on le verra très vite également, les pages d'actualité. Mais avant cela, il faut comprendre, parce que Pilote joue un rôle de matrice assez décisive, le contexte assez particulier dans lequel elle arrive dans Pilote. Car le Pilote où elle entre, en 69, n'est pas le Pilote qu'a créé Goscinny et Uderzo. Il a considérablement changé. Et l'une des choses qui a changé considérablement et qui est en bonne partie le fruit du travail et du talent de Goscinny et Uderzo, mais également de Georges Dargaud à sa manière, c'est la révolution très profonde que connaît alors le marché de la bande dessinée, qui est en train de basculer vers l'album. Je vous ai mis ici une page de publicité dans Spirou et puis cette couverture de l'Express. Entre les deux, c'est joué un phénomène tout à fait singulier qui fascine et qui étonne beaucoup de monde. C'est l'extraordinaire popularité de la série Astérix qui, en quelques années, le tout premier album avait été imprimé assez modestement, manifestement Georges Dargaud n'y croyait pas des masses, à quelques milliers d'exemplaires. En 65-66, la série franchit le cap, qui était absolument impensable 5 ans plus tôt, du million d'exemplaires imprimés en tirage initial, sachant qu'après, il y a évidemment tous les retirages de la série. Au passage, ce succès considérable qui va entraîner dans son sillage d'autres séries, parce que ça va stimuler le marché de la bande dessinée, ça va stimuler l'offre en librairie, etc., change complètement les conditions de travail des auteurs et des autrices, mais essentiellement des auteurs, puisqu'on parle justement de cette bande dessinée publiée en album. Donc on assiste à un processus de rénovation en profondeur du marché de la bande dessinée et qui a comme conséquence une crise profonde de la presse illustrée pour la jeunesse et qui est une crise qui frappe notamment, comme toutes les autres publications, le journal Pilote. Je vous donne quelques chiffres. Entre la fin 67 et le début 70, les ventes de Pilote au numéro, donc pile au moment où Bretéché commence à publier dans Pilote, les ventes au numéro passent de
environ 116 000 à 86 000 exemplaires, donc moins 25% de baisse de la diffusion, ce qui est une situation évidemment très compliquée à affronter. Et cette situation, elle est généralisée, on a le même genre de baisse, un peu moins marqué, mais pour les journaux, Tintin, Spirou, etc. Donc l'ensemble de la presse de bande dessinée souffre alors, victime de la concurrence de l'album d'une part, d'autres médias destinés à la jeunesse, la télévision, la radio, les disques. La crise que traverse Pilote est donc d'une part une crise économique. Elle est également, et peut-être surtout, une crise politique, puisque dans le sillage de mai 68, Goscinny s'est vu confronté à une contestation assez virulente de son autorité dans le journal. En mai 68, des revendications anti-autoritaires se traduisent par l'exigence d'une cogestion, voire d'une autogestion du journal, et assez paradoxalement, et sans doute assez injustement, les tensions se cristallisent sur Goscinny, qui, par son succès, par son aisance financière qui est très récente, et puis ses manières un petit peu désuètes de petit bourgeois, en vient à incarner le patron alors qu'il a tant perdu dans le combat syndical dans les années 50 et qu'il a tant œuvré pour la reconnaissance des auteurs, à commencer par les scénaristes. La conséquence de cela, la conséquence de cette crise politique, c'est que le journal s'ouvre davantage à un lectorat adulte, mais cherche son modèle. Ici, je vous ai mis donc, justement sur cette année 69 où Claire Bretéché entre dans Pilote, deux formules différentes. Une troisième formule en moins d'un an va être lancée en 70 et entre-temps, la publication Super Pocket Pilote, hein, donc un petit format de poche qui rassemble des récits un peu plus longs, un peu plus denses, dans lesquels on va développer notamment justement la jeunesse de Blueberry dont on parlait tout à l'heure, est abandonné par Dargaud, qui donc cherche désespérément une identité à son journal. Donc on a une difficulté du journal à trouver une formule, à trouver une identité stable, et cela a comme traduction une fuite des talents qui, en ce début des années 70, commence à déserter le journal pour aller tenter l'aventure ailleurs et essayer de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et Claire Bretéché fait partie de ce mouvement. Donc à la fois, elle arrive dans cette fin des années 60 où Pilote est sans doute au sommet de sa créativité, et dès le début des années 70, Pilote a perdu de son pouvoir d'attraction, voit partir des auteurs comme Druillet, voit partir Réserve, voit partir GB et quantité d'autres. Alors, c'est dans les pages de Pilote que Bretéché se voit confier donc des pages d'actualité qui ont été lancées et rénovées dans le sillage de mai 68. Alors, ces actualités traitées en 1 à 2 pages portent, il est vrai, plutôt sur des phénomènes de société que sur des événements brûlants. Les manteaux longs, les sondages d'opinion, comme vous le voyez ici, les surgelés, enfin la cryogénisation à travers cet épisode des surgelés. Peut-être ce qui m'intéresse le plus dans ces pages d'actualité et qui permet déjà d'aborder les questions des frustrés, c'est qu'elle y aborde déjà assez frontalement les enjeux du féminisme, non sans faire état de ses propres doutes, de ses propres critiques et des injonctions qui pèsent sur elle, seule femme d'une équipe de dessinateurs. Vous avez ici, c'est pas très lisible, hein, mais dans la première case du 2e strip de la page de gauche, ce petit cartouche dans lequel elle commente directement, en aparté. Je vous lis ce qu'elle nous dit. « J'aimerais assez savoir pourquoi c'est toujours à moi qu'on donne à traiter ce genre de sujet. Je vais finir par être mal vu au sein de cette rédaction où ils sont tous aussi antiféministes les uns que les autres. » Et en fait, tout son reportage se construit autour d'un double récit. On a à un premier niveau, elle prend en charge la commande de la page d'actualité sur le féminisme, mais en même temps, en contrepoint, elle fait état dans les récitatifs
Des ambiguïtés de sa position dans une rédaction masculine et aussi de son propre positionnement, et avec cette distance critique extraordinaire qui la caractérise et qui va faire mouche dans Les Frustrés, elle met en scène ses propres contradictions internes. Alors cette mise en scène de soi, ce clin d'œil avec le lecteur, n'est pas propre bien sûr à Bretéché. L'ensemble des pages d'actualité est faite de ces clins d'œil, et plus largement, une grande partie du journal Pilote repose là-dessus, ce que l'on pense à la rubrique à Bragg de Gottlieb, à Achille Talon. La connivence avec le lecteur, la mise en scène irrévérencieuse de soi constitue l'une des identités fortes de Pilote. Mais là où chez Gottlieb, la mise en scène de lui-même tient avant tout du clin d'œil potage, de la farce assez bouffonne, chez Bretéché, elle se fait instrument d'auto-analyse, scalpel, fouillant les contradictions internes. Dans Pilote, donc, elle développe déjà une sensibilité au reportage dessiné, à l'actualité et à ses doubles discours, qui s'inscrit également dans un contexte de retour de la bande dessinée d'investigation. Alors, je voulais juste faire un petit point là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a souvent eu tendance à identifier ce retour relativement récent qui daterait de 2 décennies d'une bande dessinée de non-fiction. En fait, non, dans les années 60, 70, on a quantité d'auteurs et d'autrices qui pratiquent la bande dessinée de reportage. Je vous ai mis ici un exemple de Cabu, alors qui est un petit peu plus tardif, mais Cabu, dans les années 60, pratique également cette forme très singulière d'écriture dessinée. Alors, si le style de Bretéché doit aussi à tout ce bouillonnement intellectuel, graphique et d'expérience du récit d'enquête illustré, il tient aussi à 2 auteurs qu'on retrouvera un petit peu plus tard, donc je passe rapidement dessus. Johnny Hart, donc 2 auteurs américains, auteurs de la série BC, et co-auteur avec Brand Parker de la série The Wizard of Id, à laquelle notamment Cellulite doit beaucoup. On a un style de satire qui est très, très fortement lié aux influences de ces 2 auteurs majeurs du comic strip américain. Bretéché ne fait finalement pas long feu dans les pages de Pilote, puisque dès 1972, elle décide de s'éloigner du journal pour ces 2 virages successifs à l'importance capitale. Le premier, donc en 1972, en créant avec Marcel Gottlieb et Nikita Mandrika l'Écho des Savanes, qui, on y reviendra, est important parce que c'est un journal qui est auto-édité par ces 3 auteurs. Alors, la première formule fait long feu, elle ne dure pas très longtemps, mais elle y fait déjà l'expérience de ce que lui apporte cette indépendance totale et la façon dont l'indépendance éditoriale lui procure une liberté artistique, thématique, puisque Gottlieb, Bretéché et Mandrika vont, dans l'Écho des Savanes, faire feu de tout bois et vraiment transgresser absolument tous les tabous dans ce journal, qui, vous le voyez, se présente, alors ici dans le numéro 4, comme livre d'images réservé aux adultes, mais en tout cas le réservé aux adultes est récurrent, à une période où le poids de la commission de surveillance et de contrôle chargée d'assurer le respect de la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse n'a pas encore complètement disparu. Ces publications, l'Écho des Savanes, il y en aurait d'autres, mais c'est dans l'Écho des Savanes que Bretéché se lance, prolonge l'élan contre-culturel qui traverse de larges pans de la société et plusieurs espaces différents. Je vais passer très vite là-dessus, mais vous voyez Zap Comics qui est lancé en 1968 et qui lance cette vogue de la bande dessinée underground, de cette bande dessinée contestataire très transgressive, très radicale, qui est transposée en France par la revue Actuelle à partir de 1970, dont on trouve des déclinaisons également aux Pays-Bas à travers Tante Leni présente Tirt et quantité d'autres publications dans d'autres pays. Donc cet élan contre-culturel, il n'est pas propre à la France, il n'est pas propre à Bretéché, il s'inscrit dans
un contexte plus global hein, de libération des énergies créatives. Et puis, donc, deuxième virage, et c'est sur celui-là qu'on va se pencher un peu plus longuement, bien sûr, puisque c'est quand même ce qui vous est annoncé, c'est l'arrivée de Bretéché dans les pages du Nouvel Obs en 1973. Dans le Nouvel Obs, Bretéché va très vite trouver une importance fondamentale, et je citerai à l'appui de cette conclusion un auteur fondamental dans l'historiographie qui est le groupe Cookie-Dingler. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher. Vous connaissez, je pense, vous aurez toutes et toutes reconnu hein, les premières paroles, les premières phrases de Femmes libérées, chanson de 1984, qui, au-delà du clin d'œil, dit bien à sa manière, avec quantité d'autres témoignages, le statut très particulier de Bretéché dans les pages du Nouvel Obs. Alors, le Nouvel Obs, lorsqu'il publie Bretéché en 1973, n'en est pas à sa première incursion dans la bande dessinée. Il avait publié le dessinateur Raoul Damonte Botana, plus connu sous son pseudonyme de Copy, à partir de 1965. Il élabore dans le Nouvel Obs, avant de gagner Charlie mensuel, sa Femme assise, série tout à fait singulière. Le Nouvel Obs s'intéressait suffisamment à la bande dessinée alternative pour chanter également les louanges du Head Comics de Robert Crumb. Et c'est donc dans ce journal intellectuel de la gauche intellectuelle donc, qui accueille, que Bretéché trouve finalement sa place et où elle va rester très longtemps. Jean Daniel, le fondateur et directeur du News Magazine, a maintes fois raconté le recrutement de Claire Bretéché. Il lui propose en effet de se moquer des lecteurs, comme il le retranscrit dans un des souvenirs qu'il a du premier entretien qu'il a avec Bretéché. Je vous cite ce court extrait de Jean Daniel. À Claire Bretéché qui lui dit « Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous », Jean Daniel lui rétorque « Vous moquez de nous. Chaque semaine ?» Oui, chaque semaine. Et cette injonction à se moquer de nous, ce n'est pas simplement une façon de parler. Je vous montre ici une des pages peut-être les plus célèbres de ce premier volume des Frustrés, La Bohème. La Bohème, c'est une page que Bretéché a commentée parce que c'est une page, alors on y reviendra, d'une efficacité graphique absolument redoutable, mais qui surtout restitue assez fidèlement, d'après Bretéché, un échange, une conversation qu'elle avait eue avec Claude Perdriel, directeur du Nouvel Obs, au sujet de l'argent. Et Claude Perdriel y clame son désintérêt pour l'argent. Hein, dans la première case, c'est lui qui, avachi dans ce canapé, dit « Écoute, c'est pas compliqué, moi je n'ai rien à moi, tiens, tu vois, c'est fou ce que ça me simplifie la vie de ne plus avoir de bagnole. » Et alors, comment es-tu venu ici demande le personnage qui est assis à ses côtés. Ah oui, mais c'est une voiture de fonction, elle appartient à la boîte. Si ce n'était que moi, je viendrais en taxi, tu parles, moi, ça ne m'intéresse pas de posséder. Et c'est la même chose pour l'appartement, j'ai pas d'appartement, mais tu es logé comment? Oh, je sais pas, l'immeuble appartient à ma mère ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Et puis à la fin, hein, la chute. Écoute, on ne pourrait pas changer de sujet de conversation, c'est un peu déplaisant de parler tout le temps d'argent. Alors, là, je crois qu'on a véritablement une synthèse assez parfaite du génie de Bretéché. À Bernard Pivot, qui lui demandait quelques années plus tard s'il était juste de parler à son sujet d'humour d'observation, Claire Bretéché a répondu « Oui, si on veut, mais je ne suis pas du tout observatrice et je suis myope. » Alors, voilà. Là, on a vraiment une synthèse assez parfaite hein, de cette capacité à être toujours dans la distance et dans l'ironie vis-à-vis d'elle-même. Mais peut-être ce qui me frappe avec cette planche, c'est qu'on a souvent dit que l'humour de Bretéché était un humour très écrit. Et
il est indéniable qu'il y a là une très grande qualité d'écriture de dialoguiste. Et Bretéché elle-même parle plus volontiers de son travail d'écriture que de son dessin. Et pourtant, il y a là, je crois, un art de la mise en scène extraordinaire sur lequel je vous propose de nous arrêter quelques instants. Alors, on peut commencer par le plus évident, la mise en page. Ici, on est dans quelque chose de très typique chez Bretéché, c'est le gaufrier, comme on désigne cette mise en page régulière. Un terme qui dit bien, hein, entre parenthèses, le poids de la Belgique dans cette histoire de la bande dessinée francophone. Un gaufrier un petit peu particulier, même si c'est commun chez Bretéché, dans le sens où on n'a pas de gouttière pour séparer les cases, et le tracé n'est pas régulier, il est réalisé à main levée et de façon assez irrégulière. Ce qui renforce bien sûr l'impression d'une écriture dessinée qui s'affranchit des codes et des conventions de la bande dessinée classique des années 50-60. On a également une vraie théâtralité des frustrés qui tient au cadrage, aux postures, et qui ici est renforcée par le minimalisme extrême des choix graphiques de Bretéché. Les personnages ne nous sont visibles qu'à travers leurs jambes et leurs pieds, qu'ils passent leur temps à croiser et recroiser. On a une véritable chorégraphie des jambes qui se croisent et se décroisent. Ponctuellement, on aperçoit les mains, une pointe de cheveux ici ou là, et puis un seul visage sur toute la page, un seul visage dans cette case muette, la 7e case, absolument extraordinaire. Avec très peu de moyens, Bretéché nous plante un décor, une bouteille, un cendrier, un canapé, 2 personnages avachis. On est dans une bande dessinée du dépouillement où, en effet, l'autrice laisse la place aux mots. Mais c'est, selon moi, non pas la preuve d'une bande dessinée qui serait essentiellement intellectuelle ou écrite, mais plutôt la preuve d'une extraordinaire efficacité graphique d'une autrice qui privilégie l'efficacité sur le beau dessin. Ses pieds, notamment, sont très symptomatiques de ce traitement. Des pieds allongés, déformés, qui n'ont absolument aucune vocation au réalisme, qui sont simplement là pour nous indiquer des postures ou des marqueurs psychologiques, hein, comme dans cette dernière case où Claude Perdriel bat frénétiquement des pieds pour essayer d'évacuer son agacement. Et puis, peut-être surtout, il y a cet art du rythme qui ponctue l'échange. En effet, ici, le dialogue n'est pas rendu par une alternance de plans, chant contre chant, par une variation de cadrage ou par tous les trucs que l'on peut trouver pour rythmer un échange. Le rythme des échanges est simplement rendu par le volume de texte, les volumes de blanc qu'il contrebalance, et puis les pauses dans le dialogue permises ici par cette extraordinaire case muette où l'on devine l'expression courroucée du personnage mise en face de ses propres contradictions. Je vous donne, et je passerai plus vite là-dessus, mais un autre exemple de cette puissance graphique de Bretéché et de cette puissance graphique dans le dépouillement. Cette page muette particulièrement spectaculaire qui traduit une insomnie et puis le retour au sommeil et les états différents à la fois d'éveil et de vision d'une myope. On a là quelque chose, là encore, qui, avec extrêmement peu de moyens, produit un effet tout à fait extraordinaire. Bretéché, dans le Nouvel Obs, réalise chaque semaine donc la page des frustrés, dans laquelle elle croque ses contemporains. Et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, de ce point de vue-là, la résonance entre le cours et le séminaire est tout à fait frappante. Eh bien, on a une série qui est très singulière, une série qu'on pourrait qualifier d'anthologique, c'est-à-dire sans personnages récurrents. On n'a pas donc cette réitération des personnages que l'on retrouve, même si on a bien, effectivement, des types qui se dessinent semaine après semaine, parce que ce que croque Bretéché, c'est avant tout les lecteurs et les lectrices du Nouvel Obs, dans leurs travers, dans leurs contradictions. Donc ici, avec, par exemple, pour Aïcha, un couple bourgeois qui se retrouve placé dans une situation intenable et qui vraiment souffre terriblement du fait que leur bonne doit subir un avortement et que ça va quand même compliquer considérablement leur vie. Elle aurait quand même pu mieux choisir leur moment. On a comme cela une cruauté caustique chez Bretéché qui est assez systématique.
On retrouve la même chose avec cette page, hein, un homme simple qui nous dit, hein, qui nous met en scène, là encore, ce bourgeois un peu bohème qui nous dit « Nous étions dans une maison qui appartient à la mère de Juliette en Touraine. J'ai discuté 1 heure avec le jardinier. Un homme extraordinaire, il m'a beaucoup apporté. Bien sûr, il n'a aucune culture. Disons que cet homme a un vocabulaire de 2000 mots. Et pourtant, je n'ai eu aucune difficulté à communiquer avec lui. Ça a été une sorte de rencontre. Évidemment, je lui ai parlé de ce qui l'intéressait, les salades, les tomates, la vie des arbres. On ne sait pas ce qu'est un arbre. Ça a été une grande leçon pour moi. » C'est fou la simplicité du regard et l'espèce de bonté qui émane de cet homme. Tu comprends, c'est lui qui a raison. Nous, on vit comme des cons. Tu vois, en lui parlant, j'ai ressenti profondément que les barrières de classe sont en train de disparaître. Là, on a une chute qui est absolument extraordinaire et qui, encore une fois, se passe de commentaires. Et là encore, je trouve un parallèle tout à fait étonnant parce que sans doute un des auteurs qui aujourd'hui prolonge cet élan satirique de Bretéché, cette capacité à nous offrir un miroir, à offrir un miroir à nos propres contradictions, c'est Riyad Sattouf, et notamment cette série peut-être un petit peu sous-cotée dans l'ensemble de son œuvre, il est vrai si foisonnante, hein, mais La vie secrète des jeunes, qui propose à leur manière, une espèce de répondant à cette page hebdomadaire des frustrés. C'est cette vie secrète des jeunes, hein, c'était des pages qu'il réalisait pour Charlie Hebdo, essentiellement, et dans laquelle il allait croquer, alors là, plutôt une autre population, dans le métro, au McDo, hein, et où on retrouve un petit peu ce goût pour les personnages qui sont placés face à leurs contradictions. Voilà, je ne vais pas m'arrêter sur toutes ces planches, mais à travers les épisodes, semaine après semaine, Bretéché dresse un portrait de la société française des années 70, les problématiques de la contraception et de l'avortement. Hein, on voit ici dans cette planche à quel point, eh bien, finalement, oui, la légalisation de l'avortement est une chose, mais qu'elle entre dans les pratiques reste beaucoup plus compliquée. Alors là, c'est une planche peut-être un peu singulière, hein, dans les frustrés, qui est d'une tonalité beaucoup plus sombre et beaucoup moins drôle. On chercherait assez longuement, je pense, l'endroit où on est censé rire dans cette planche. On a vraiment ici un humour qui est, oui, plus sombre. Et juste pour terminer là-dessus, ce que fait Bretéché dans les pages du Nouvel Obs, c'est donc offrir à la bourgeoisie libérale des années 70 un miroir grossissant. Et je cite ici encore Jean Daniel, « Le double langage, le snobisme ouvriériste, le parisianisme jargonnant, la révolution en chambre, rien n'échappe à Claire Bretéché. La difficulté moderne, parfois grotesque, que nous avons tous à aller jusqu'au bout de nos idées, voilà le sens implicite de tous ces dessins. » On a donc, de ce point de vue, des personnages de anti-héros, hein, des personnages qui sont des anti-héros, des personnages qu'un journaliste qui interrogeait Claire Bretéché en 1974 dans l'émission Le Temps Libre. L'émission peut s'écouter sur le site de France Culture et je vous recommande très chaleureusement son écoute, c'est absolument passionnant. Et le journaliste Harold Portnoy qualifie ces personnages des frustrés en disant ceci: ils sont moches, ils ont l'air fatigués, déprimés, ils ne disposent pas de leur temps, ils sont contraints, ils ne disposent pas de leur langage. Et cette dernière remarque, ils ne disposent pas de leur langage, c'est effectivement peut-être ce qui caractérise le mieux le travail de Bretéché. Mettre en scène des personnages incapables de disposer librement de leur langage, pris dans une contradiction entre les idées qu'ils énoncent et ce qui anime leur façon d'agir. Alors, pour terminer, car l'heure tourne, quelques mots sur la reconnaissance précoce dont Bretéché fait l'objet. En effet, il est tout à fait spectaculaire de se pencher sur la reconnaissance médiatique, critique de Claire Bretéché,
ici donc sur la couverture d'un des premiers numéros des cahiers de la bande dessinée. Claire Bretéché fait partie des auteurs, avec Marcel Gottlieb, avec d'autres, qui très tôt prennent la lumière des projecteurs et font l'objet d'une reconnaissance critique importante. Je vous en montre un exemple ici, c'est l'émission Tac au Tac, émission très importante de l'ORTF, du service recherche de l'ORTF, qui était une émission de performance graphique qui confronte des auteurs différents, des dessinateurs différents, dans des joutes graphiques qui ne sont pas sans rappeler les pratiques que l'on a retrouvées récemment dans les festivals de spectacularisation du dessin. Et Claire Bretéché, de façon très frappante, est l'une des autrices les plus fréquemment invitées dans Tac au Tac. Et ici, je vous ai mis un épisode tout à fait singulier de Tac au Tac. Elle est invitée 11 fois. De mémoire, c'est l'autrice qui est la plus invitée, également par rapport à ses collègues masculins. Et ici, cet épisode tout à fait remarquable en 1972, où elle est confrontée à ces deux modèles, Brand Parker et Johnny Hart. Bon, et on en a comme ça quantité d'autres des épisodes dans lesquels Claire Bretéché est invitée. Outre ses participations médiatiques, peut-être ce qui est tout à fait frappant, c'est la manière dont elle est interrogée. Et je vous propose un court extrait d'émission. Non, on va plutôt regarder le suivant, parce qu'on commence à manquer de temps. On est en 1977, c'est également la radio-télévision suisse qui propose une longue émission, 50 minutes, et entièrement visible sur YouTube, consacrée donc aux yeux de Claire Bretéché. Je vous propose simplement la première minute. Alors. Nous voulions faire une émission sur la caricature, son histoire à travers les âges, ses références, sa réalité actuelle. À Paris, nous avons réalisé que nos fantasmes personnels nous dirigeaient vers une seule et unique personnalité, celle de Claire Bretéché. Oh, ça ne s'est pas fait sans discussion. Pourquoi avoir choisi Claire? Parce qu'elle dessine, caricature, critique, raconte des histoires en images. Sans doute aussi inconsciemment parce qu'elle est femme, qu'elle est belle, que l'on a envie de lui poser des questions. Et puis elle est un personnage de notre époque que d'aucuns connaissent ne serait-ce qu'à travers cette critique hebdomadaire qui s'appelle Les Frustrés. Roland Barthes, le sociologue, aussi bien que Jean Daniel, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, disent qu'elle est le sociologue le plus important de notre temps. Il était tentant pour nous de savoir si cela était vrai. Claire, c'est une femme qui donne à voir ce qu'elle regarde, qui regarde ce qu'elle est pour le donner à voir. Elle reste un témoin, un récepteur, un amplificateur dont le regard nous permet de rire. Alors, je vous avais mis une petite transcription au cas où la vidéo ne marchait pas. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans ce reportage. Je vous mets pour le clin d'œil un plan que j'ai trouvé un peu plus tard dans le reportage de Claire Bretéché chez elle dans son canapé. Et évidemment, comment ne pas y voir un écho très frappant avec cette couverture des Frustrés. Et voilà, je pense qu'on a ici un élément de preuve assez convaincante. L'une des choses qui est évidemment tout à fait frappante, c'est la manière dont Claire Bretéché systématiquement est présentée dans les médias, qui est tout à fait symptomatique. On l'a vu ici, objet de fantasme. On va choisir Claire Bretéché parce qu'elle est belle, et assurément, sa plastique suscite un intérêt récurrent qui est constamment commenté. Et de ce point de vue, plutôt que de disserter longuement sur ce point, je vous propose la réponse du berger à la bergère, ou de la bergère au berger en l'occurrence, de Claire Bretéché, qui retourne cette assignation qu'elle a si souvent reçue au cours de sa carrière d'autrice au féminin, et la façon dont elle retourne ironiquement ce statut. Malgré tout, au-delà de ce statut de femme de la bande dessinée, elle a bénéficié d'une reconnaissance intellectuelle considérable. C'était évoqué également dans l'extrait, un meilleur sociologue de l'année, disait Barthes.
Ici, un numéro du Nouvel Obs dans lequel elle dialogue avec Michel de Certeau. Je vous propose également ce court extrait que je trouve assez incroyable de Pierre Bourdieu, qui nous dit dans une note de bas de page sur les nouvelles catégories et les recompositions de la famille que, faute de disposer d'analyses empiriques, je citerai ici pour le cas de la France l'œuvre de Claire Bretéché, excellente ethnologue d'un milieu très particulier, qui dans un de ses livres intitulé Agrippine fait énoncer par son héroïne toute une taxonomie nouvelle correspondant à des rapports de parenté absolument sans précédent, faux demi frère, demi, double, double demi, demi-double, tout cela pour désigner toutes les relations de parenté qui sont rendues possibles par les remariages ou les faux divorces. Bref, pour penser certaines combinaisons familiales réellement réalisées aujourd'hui dans le monde social, il faudrait, suivant la voie ouverte par Bretéché, construire toute une terminologie de parenté absolument sans précédent, brouillant toutes les oppositions structurales que les analyses componentielles de la parenté ont l'habitude de dégager. Donc là, on a un témoignage assez frappant de ce rayonnement intellectuel de Bretéché. Et peut-être pour terminer, je voudrais évoquer un autre élément de ce rayonnement, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais ça vous montre un peu le statut récurrent de Bretéché comme invité des médias. Le dernier élément qui me semble tout à fait remarquable et qui est une composante essentielle de son succès, je regrette de ne pas avoir plus de temps pour en parler, mais le temps presse, c'est le statut éditorial de cet objet. Parce que si on revient sur cette couverture et si on l'observe attentivement, on remarque qu'il manque quelque chose que l'on trouve classiquement sur toutes les couvertures d'albums de bande dessinée, toutes les couvertures de livres en général. On a certes un nom d'autrice, on a un titre, mais on n'a pas de nom d'éditeur. C'est que Claire Bretéché s'est emparée de son succès dans les pages du Nouvel Observateur pour s'auto-éditer. Dans un moment où le marché de la bande dessinée est en pleine transformation, elle réussit à se servir de nouveaux canaux de diffusion pour s'auto-éditer et donc être en plein contrôle de son œuvre, s'assurer un confort matériel, financier qui va aussi lui procurer une liberté artistique tout à fait nouvelle. Et de ce point de vue, Claire Bretéché a également changé, transformé le marché de la bande dessinée, le paysage de la bande dessinée, puisqu'elle a ouvert la voie à quantité d'autres auteurs qui se sont lancés dans l'aventure de l'auto-édition, des auteurs très différents. Je vous ai mis ici un petit peu tout le spectre de ces auteurs, de Philippe Druillet qui se lance ponctuellement en 78, tout comme Fred, c'est une tentative et puis très vite ils se rendent compte que ça fait quand même beaucoup de trésorerie, beaucoup de complications. Mais par exemple, un auteur comme Jean Graton, pendant des décennies, a continué à publier Michel Vaillant, véritable mini-entreprise, en auto-édition. Ça a été le cas également pour Albert Uderzo ou pour Tabary, dont on parlait tout à l'heure, et il y en a quantité d'autres. Donc, de ce point de vue, comme d'autres, Bretéché ouvre des portes. Ce premier succès des Frustrés est suivi de quantité d'autres, d'une diffusion internationale qui reste relativement réduite, car il est vrai, les qualités d'écriture de Bretéché et peut-être l'ancrage dans les spécificités de la société française de ses observations la rend particulièrement difficile à traduire, mais elle a malgré tout été traduite. Et donc, si je peux conclure d'un mot, la bande dessinée, entreprise éminemment collective, a donc une histoire qui s'est largement centrée sur des individus, sur des trajectoires singulières et qui s'est faite donc essentiellement au masculin singulier. Claire Bretéché, qui est entrée dans le métier avec les mêmes handicaps que les femmes de sa génération, a su détourner à son profit les obstacles en mettant en place des stratégies d'une redoutable efficacité qui ont permis le rayonnement de son talent. Et l'un des éléments remarquables à propos de Claire Bretéché est justement cette capacité à s'affranchir des cadres, des contraintes, à affirmer farouchement son indépendance, indépendance à la fois créative, éditoriale, qui lui a permis de conquérir plusieurs générations successives de lectrices et de lecteurs. Merci pour votre attention.
Merci Sylvain d'avoir plongé dans les racines de l'œuvre et dans ce contexte. La semaine prochaine, je parlerai d'un sujet que je connais d'un peu près, même si j'irai bien au-delà de mon expérience personnelle. Il s'agira d'écrire la bande dessinée. Pas forcément d'ailleurs seulement du côté des scénaristes, mais aussi de ceux que l'on dit parfois auteurs complets. Écrire la bande dessinée, la faire naître. Donc on est du côté de la fabrique. Et en seconde partie, je promets d'ailleurs que je serai un peu plus court la prochaine fois, car j'ai débordé moi-même pas mal cette fois-ci. En seconde partie, Aurélia Aurita, remarquable autrice, autrefois de Fraises et chocolat, avec moi de Comme un chef, tout récemment de La vie gourmande, dont je vous montrer une image, nous parlera non pas de son travail, mais généreusement d'un auteur brillant qu'elle a particulièrement étudié, Bret Evans, et son album Les Rigoles, et je suis persuadé que ce sera une intervention très riche. Voilà, et puis il y aura encore une séance le 13 décembre, avant une petite interruption pour les fêtes, et qui sera une interruption bienvenue pour moi, pour me laisser le temps de préparer les dernières séances qui auront lieu en janvier. Je vous remercie de votre fidélité, je vous rappelle que tout est en ligne, ou le sera bientôt. Merci.